Bien, bonjour. Donc, j'ai le plaisir d'animer ce stand-up sur la mobilité durable et les nouvelles technologies. Donc, on va voir comment l'innovation se traduit dans les entreprises et donc par des actions concrètes. Donc, nous avons 6 intervenants et nous allons démarrer avec Rémi Lavignol de Primagaz, donc, qui est en charge la définition et la mise en œuvre de la politique commerciale du réseau des stations. Alors, je vais lui laisser après expliquer plus en détail. Donc, GNV, GPL, hein, voilà. Merci Jean-Marie. Bonjour à toutes et à tous. En effet, j'ai le plaisir de m'occuper du développement chez Primagaz de ce qu'on appelle la mobilité. Alors, Primagaz, en tant qu'acteur de la mobilité, n'est pas forcément une évidence pour tous. Donc, je vais commencer par rappeler brièvement quelles sont nos solutions de mobilité. De par son métier historique, Primagaz distribue du GPL, des gaz de pétrole liquéfié, qui servent de carburant pour les véhicules légers, d'une part. Et d'autre part, et c'est peut-être ce qui est un peu moins connu, nous distribuons du gaz naturel qui sert pour le transport routier, donc là plutôt les poids lourds, et maritime. Et ce matin, je vais plutôt me concentrer sur le gaz utilisé comme carburant pour les transports routiers de marchandises, qui est le GNV. Alors le GNV, pour gaz naturel véhicule, désigne le gaz naturel utilisé comme carburant pour la mobilité, donc, et il regroupe deux formes, sous sa forme comprimée, gaz naturel comprimé, et sous sa forme liquide, gaz naturel liquide. Alors, les véhicules qui roulent au GNV ont pour avantage d'émettre un peu moins de CO2 que les véhicules à motorisation diesel. Je compare au diesel qui est encore pour le transport routier, qui est encore le carburant très majoritaire. Un peu moins de CO2, de l'ordre de 10 à 20% moins d'émissions. Et surtout, beaucoup moins de particules, donc ce qui améliore significativement la qualité de l'air. Ces avantages rendent les véhicules GNV éligibles à la vignette critère 1 et donc leur permettent de n'avoir aucune restriction de circulation. En France, on compte à peu près 350 stations publiques qui distribuent du GNV et du bio-GNV. On va y venir ensuite. Il y a une offre de véhicules qui est assez complète, notamment pour le transport de marchandises. Et donc aujourd'hui, le GNV, on peut dire que c'est une énergie qui est mature, qui est disponible et pour ce secteur des transports. Secteur des transports pour lequel les enjeux de décarbonation sont importants. Pour petit rappel, le secteur des transports est le premier émetteur de gaz à effet de serre, environ 30% des gaz à effet de serre en France. Et à l'intérieur de ce secteur, c'est bien le secteur du transport routier qui est le premier émetteur. Et les véhicules lourds, pour avoir l'ordre d'idée, c'est à peu près 30% des émissions de ce même secteur. Dans un contexte que vous connaissez tous d'objectifs de l'Union européenne de réduire de 55% les émissions de gaz à effet de serre à horizon 2030 par rapport à 90, de neutralité climatique en 2050. Les enjeux, donc du coup, pour ce secteur qui est un des premiers émetteurs, sont grands, comme je vous le disais, et ils sont d'autant plus grands que c'est un secteur qui est pas facile à décarboner. D'une part parce qu'il s'agit de transports lourds, et d'autre part parce qu'il s'agit potentiellement de transports sur de la longue distance, et donc qui nécessite de l'autonomie des véhicules. Donc, si clairement le premier moyen de baisser les émissions du transport routier, c'est de baisser le volume de transport routier, et ça doit rester le premier moyen par la sobriété, par le développement de flux plus locaux, qui signifie de consommation plus locale. Pour le transport qui reste, et il en restera très clairement, les enjeux sont grands, et là le bio-GNV coche plusieurs cases pour pouvoir décarboner ce transport. Le bio-GNV, c'est la version renouvelable du GNV.
c'est-à-dire qu'il a les mêmes caractéristiques que le GNV, donc il est compatible, tous les véhicules gaz sont compatibles, mais il est produit à partir de la méthanisation de déchets agricoles, déchets ménagers, déchets alimentaires. Et ce qui présente l'avantage des véhicules roulant au bio-GNV, un bilan d'émissions 80% inférieur à leur équivalent diesel sur l'ensemble de leur cycle de vie. Et c'est important. Sur le cycle de vie, l'avantage en complément de la méthanisation, c'est de proposer une économie circulaire par la revalorisation de déchets agricoles. C'est une énergie qui est produite localement, donc souveraine, et Dieu sait que c'est important dans notre monde de l'énergie. Et en complément, c'est un revenu additionnel pour nos agriculteurs. Donc le GNV, en plus dans sa version liquide, donc bio-GNL, permet d'aller partout dans les territoires, et on sait que c'est à ce prix-là qu'on arrivera à ce que ce soit une option pour décarboner, c'est-à-dire que ce soit accessible et abordable et accessible par tous. Donc la version bio-GNL permet d'aller au plus loin dans les territoires et permet de la longue distance par l'autonomie des véhicules. Donc cette solution bio-GNV présente de nombreux avantages. Malheureusement, bien que ce soit un carburant renouvelable, produit localement, qui permet de diviser quasiment par 5 les émissions par rapport aux motorisations diesel, son potentiel de décarbonation n'est pas vraiment reconnu par la réglementation européenne aujourd'hui, qui considère plutôt les émissions à l'échappement. Et c'est la raison pour laquelle la réglementation européenne va dans le monde du transport vers le tout électrique, alors que le bilan d'un véhicule qui roule au bio-GNV est comparable en termes d'émissions quand on prend l'analyse sur l'ensemble du cycle de vie. Donc le propos là n'est pas du tout d'opposer les options. Les véhicules électriques ont de nombreux avantages. En revanche, vu les difficultés à décarboner le secteur, nous pensons qu'il faut pouvoir considérer toutes les solutions possibles. Et du coup, ça nous ouvre le défi pour l'avenir pour le secteur du transport et celui qu'on défend. C'est-à-dire que le défi de la filière, c'est bien de faire en sorte que ce sont l'ensemble des émissions sur le cycle de vie qui soient prises en compte. Et je dis que c'est le défi de la filière, mais c'est plus globalement les enjeux du secteur pour pouvoir décarboner le secteur du transport et quelle que soit finalement la technologie renouvelable. Merci. Merci Rémi pour cette présentation. Donc, Dupré. Donc certains ont eu un avant-goût hier soir lors des remises des prix, lors des trophées. Donc voilà, je laisse Grégoire enchaîner. Merci Jean-Marie. Donc de quoi vais-je vous parler? Écoutez, il s'agit d'une machine que vous avez peut-être vue à l'entrée de cette convention. Cette machine, elle a fait un détour par la Loire-Atlantique et elle a jeté l'ancre à La Rochelle, ville résolument tournée vers la mer. Donc, c'est bien sûr du tracteur hydrogène que je vais parler. Donc, ce tracteur, il fait partie un peu des actions phares de Charrier concernant la décarbonation. Je vais d'abord vous parler de la genèse du projet, comment on en est arrivé là, comment une entreprise familiale comme Charrier, de 1800 personnes seulement, un petit pousset dans le monde des TP, comment Charrier a pris en main ce projet. Ensuite, je vous donnerai quelques détails techniques, puis logistiques, et enfin, j'évoquerai la suite de ce projet. Alors, pour comprendre le projet, il faut comprendre d'abord l'entreprise Charrier. L'entreprise Charrier, donc centenaire, familiale, c'est une entreprise qui est résolument tournée vers ses salariés d'abord, qui croient en l'entreprise et qui participent aux décisions. L'entreprise Charrier, c'est aussi l'utilisation raisonnée des ressources non renouvelables, reposant sur le réemploi, le non-gaspillage et bien entendu le recyclage. L'entreprise Charrier, c'est aussi un maillage d'agences qui maillent le territoire, donc
au plus proche de nos clients et qui sont soucieuses de la qualité de leur travail, de la qualité de vie des riverains et de bien être ancrés et d'être bienveillants avec les acteurs locaux. L'entreprise Charrier, c'est aussi des résultats économiques tournés vers la pérennité de l'entreprise et vers sa politique RSE. Donc, au départ de ce projet, il y a en fait une véritable conviction, une ambition, qui est de réduire l'empreinte carbone de ces activités. Donc, pour ce faire, nous avons commencé tout simplement par des choses assez classiques, transiter vers un parc de VL électriques. Donc, aujourd'hui, nous avons 23% de nos véhicules de fonction qui sont 100% électriques. Et nous avons le but et l'objectif d'être à 100% en 2030. Bien entendu, on profite des nouvelles technologies pour renouveler notre matériel avec les dernières technologies, donc, que ce soit pour les matériels TP, mais aussi pour les industries. Et bien entendu, on continue, on renforce la formation de nos chauffeurs d'engins avec l'éco-conduite. Donc, toutes ces actions-là, elles vont dans le bon sens. Et il y en a d'autres, bien entendu. Là, je ne parle que de la mobilité, mais on a d'autres actions avec des panneaux photovoltaïques, etc. Donc, toutes ces actions vont dans le bon sens, mais à l'époque, on avait envie d'aller plus loin. Et en fait, pour bien comprendre, Charrier, l'empreinte carbone de Charrier, c'est 125 000 tonnes de CO2. Sur ces 125 000 tonnes, un tiers, c'est des énergies. Donc, ça représente 47 000 tonnes. Et sur ces 47 000 tonnes, il y a 69% qui sont liés au carburant. Et donc, le cœur du problème pour nous, et là où il y avait le plus de difficultés, et là où on avait le plus envie d'avancer, c'était donc sur les engins de production, qui concentrent une grosse partie et des difficultés et des énergies et donc du carbone. Alors, nous nous sommes tournés vers les constructeurs, et on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup de solutions permettant de décarboner cette partie-là de nos activités grâce à des engins, on va dire, verts. Donc, Charrier a réfléchi, pas tout seul d'ailleurs, et on a déterminé un groupe de 3 machines qui sont assez emblématiques et assez passe-partout, suffisamment complémentaires pour pouvoir répondre à une grosse partie de nos chantiers et pourquoi pas réaliser un chantier bas carbone. Donc, ces 3 machines ont été décidées en 2020. Il s'agit d'une pelleteuse, il s'agit d'un tracteur agricole et d'un chariot élévateur. Donc, la pelleteuse pour le terrassement, le tracteur pour le transport et le chariot élévateur pour la manutention. Donc, vous connaissez sans doute Manitou, grand constructeur en Loire-Atlantique de chariots élévateurs notamment. Et donc, c'est lui qui a pris en charge le dossier du chariot élévateur. Et il travaille actuellement sur 2 projets, un MT 1840 et un MRT 2260, il me semble. Et nous avons pris en charge le projet du tracteur. Et la pelleteuse, ce sera une deuxième étape dans l'aventure. Donc, au départ de tout ça, eh bien, il y a d'abord une rencontre avec la société INEO. Donc, INEO, que vous pourrez rencontrer parce que Jérémy Quentin est ici présent et pourra répondre à vos questions. INEO est spécialisé dans la transition énergétique de véhicules et d'engins. Et donc, c'est avec INEO qu'on a travaillé sur le sujet. Et donc, au départ, nous avons tout simplement acquis un tracteur d'occasion fonctionnant au diesel, un John Deere, et qui a été acquis donc, sur les conseils d'INEO. Et ce tracteur, nous l'avons complètement électrifié. C'est-à-dire que le moteur thermique a été déposé et remplacé par un moteur électrique d'une puissance équivalente, ainsi qu'un pack de batterie d'une capacité de 48 kWh. Donc bien entendu, si on s'en tient là, on recharge les batteries de 48 kWh, vous regardez la puissance du moteur électrique 115 kW, on ne va pas aller très loin, on ne peut fonctionner qu'avec quelques minutes. Donc ce n'est pas suffisant. Il a fallu rajouter ce qu'on appelle couramment maintenant un prolongateur d'autonomie. Et en l'espèce, ce prolongateur se concrétise par une pile à combustible d'une puissance de 30 kW et délivrant 22 kW. Et là, récemment, on a pu la monter un peu plus qu'à ces puissances-là. Donc, une pile à combustible, pour ceux qui ne savent pas, c'est un espèce de groupe électrogène qui fonctionne à base d'hydrogène sous forme gazeuse. Et on peut produire de l'électricité et ça ne rejette évidemment
pas grand-chose parce que ça, en fait, ça rejette de l'eau. Et en plus de cette pile à combustible, parce que bien entendu, il faut l'alimenter en gaz, eh bien, nous avons 2 bouteilles qui peuvent être remplies à 700 bars, totalisant 8 kg de capacité et qui permettent donc d'alimenter la pile à combustible. Donc au bout de 3 ans, nous sortons ce tracteur hydrogène que vous voyez là dans sa version solo, c'est-à-dire sans la benne à l'arrière, qui permet de transporter des matériaux. Et à l'avant, vous voyez donc la pile à combustible qui est en partie haute, avec caché derrière le carter, 2 bouteilles d'hydrogène. Et on va voir après comment on alimente ces bouteilles. Donc dans ce film-là, fin 2022, début 2023, vous voyez le tracteur fonctionnant pour la première fois à l'hydrogène sur notre site de la Turballe. Alors maintenant qu'on est à l'engin qui fonctionne à l'hydrogène, il faut que je vous parle d'un deuxième sujet qui est primordial quand on parle des énergies alternatives, c'est la logistique. Donc derrière la logistique, je parle en fait de l'approvisionnement. En fait, quand on parle d'énergie alternative, la logistique, c'est une grosse partie des enjeux et des problèmes que l'on doit surmonter. Donc ici, vous avez l'avant-projet de la chaîne logistique qui a été mise en place dans le cadre de la Turballe, avec une production d'hydrogène vert à partir d'éolien, une compression à 30 bars d'abord, puis 350 bars avant d'être chargé dans un conteneur. Et une fois que le conteneur est acheminé vers le site, via un dispenseur, on peut alimenter le tracteur hydrogène. Donc ça permet de répondre à une problématique qui est que le réseau des stations fixes d'hydrogène n'est évidemment pas au même niveau que les stations de carburant, pas encore. Ça commence, et d'ailleurs ça se poursuit car la société Picotti qu'on a entendue hier est en train de travailler entre autres sur le sujet. Pour en revenir à notre tracteur, son autonomie est liée à sa consommation, et sa consommation, en fonction de ce qu'on lui demande comme travaux, est à peu près de 1,6 à 2 kg à l'heure. Donc, avec une autonomie une consommation de 1,6 à 2 kg par heure, on a à peu près à 350 bars une demi-journée d'autonomie. Donc, il faut être au plus près, la station autonome doit être au plus près du chantier. Si on veut être en hydrogène vert, il faut avoir une source électrique qui est elle-même verte, et donc c'est pour ça qu'on se concentre sur la production d'hydrogène à partir d'éolien notamment. Et enfin, il est important d'avoir ce qu'on appelle un dispenseur dans ce cas-là, qui permet de faire le lien par vase communicant entre les cadres de bouteilles et le tracteur pour pouvoir alimenter le tracteur. Alors la suite, maintenant qu'on a dit ça, eh bien, c'est de faire tourner le tracteur. On va d'abord l'utiliser sur nos chantiers. Et d'ailleurs, à ce titre-là, ça a été évoqué hier, nous avons répondu récemment à un appel d'offres sur le port même de La Rochelle, et sur lesquels on espère bien pouvoir faire tourner le tracteur si on est retenu dans cette affaire. Et sinon, on va le mettre en place sur Planète Recyclage. Planète Recyclage, c'est un site qui se trouve déjà à La Rochelle. Vous avez une photo en bas à droite de l'écran qui montre notre site, qui est une plateforme de recyclage et qui permet de collecter des matériaux à recycler et de les distribuer sur les chantiers une fois transformés. Je vous remercie, il ne me reste plus qu'à vous remercier tous. Remercier aussi nos partenaires qui nous ont suivis jusqu'à aujourd'hui. Donc la région Pays de la Loire qui nous a financé une partie du projet de transformation de ce tracteur. La société Ineo qui fait partie du groupe 26 basé près de La Roche-sur-Yon, qui a été l'architecte, l'artisan de cette transformation. La société Live qui a produit cet hydrogène vert qu'on a utilisé pour la première fois à la Turballe. Et enfin, Europe Technologies, qui est le fournisseur du dispenseur, maillon important de la logistique. Et j'en profite pour vous remercier tous. Et vous voyez qu'il y a de la place sur cette diapo pour mettre vos logos. Donc vous, élus, décideurs, ingénieurs, inventeurs, vous pouvez participer à ce projet qui se veut d'abord collectif. Je vous remercie et merci aussi à toute l'équipe E5T pour le 3e prix que nous avons obtenu hier. C'est une marque de reconnaissance et de confiance et j'en suis fier au nom de Charrier. Merci à vous. Merci Grégoire. Donc nous allons enchaîner et continuer avec Thomas Fabry, fondateur de Smart Ideas sans garage pour la planète. Et donc il va nous montrer des résultats suite à la décision, la prise de conscience de manager d'un réseau de 100 garages.
sur le territoire national. Bonjour. Donc j'ai 9 minutes 35 pour vous donner envie, à l'issue de cette petite présentation, d'aller voir les représentants du groupe Filippo, Floriane et Pascal Filippo, qui ont un stand et qui vous sont distributeurs et réparateurs MAN et qui, sur leur stand, pourront vous montrer en quoi très concrètement ce que nous avons développé peut se mettre en place dans le quotidien des activités des transporteurs, quels qu'ils soient. Donc, sans garage pour la planète, le thème, c'est quand un secteur fortement émetteur de gaz à effet de serre décide de passer en mode solution. Et j'insiste sur le fait que cette initiative est inspirée par les échanges que j'ai pu avoir au sein du collectif 100 leaders pour la planète, que je vous invite vraiment chaudement à rejoindre. Donc, un secteur fortement émetteur de GES, il faut savoir que MAN Truck and Bus, au niveau mondial, est responsable de 0,3% des émissions de gaz à effet de serre. C'est considérable. Et donc, il y a une prise de conscience, évidemment, au niveau mondial, au niveau de la France, mais aussi au niveau des managers de réseau MAN Truck and Bus France, prise de conscience sur ces enjeux climatiques, du rôle particulier du transport dans ce domaine, et ils ont, à travers ce que nous sommes en train de développer, exprimé leur volonté de faire partie de la solution. Donc de quoi s'agit-il précisément? Une démarche qui s'adresse à une centaine de garages qui sont managés par 25 ou 26 investisseurs privés, donc c'est un réseau privé, et une centaine de garages agréés MAN, qui ont décidé, en novembre 2003, de structurer leur plan de transition énergétique et environnementale à travers la signature d'une charte. Une charte qui exprime la volonté de lutter individuellement et collectivement contre le réchauffement climatique et travailler et agir pour la préservation des ressources naturelles. Et ce, à travers 3 objectifs majeurs. Premier objectif, c'est diminuer les consommations d'énergie, moins 40% à horizon 2030. Deuxième objectif, c'est réaliser de façon volontaire un bilan carbone et mettre en place un plan de réduction au niveau de leur activité. Et enfin, s'organiser pour que les émissions de CO2 des véhicules neufs mis à la route en 2030 soient de moins 28%, conformément au plan produit du constructeur. Aujourd'hui, il y a 80 garages qui sont concernés par cette charte. Il y a 17 bilans carbone qui sont en cours. J'ai des premiers résultats que je vais partager avec vous. Anecdote, on a développé beaucoup d'outils de communication autour de ce développement. Je ne vous détaille pas tout, mais des affiches, des chartes comportementales et tout ça. Et puis, anecdote aussi, on a eu la chance de recevoir un prix décerné par Mobiliance, qui est un très très grand syndicat dans le domaine de la mobilité, qui regroupe 170 000 entreprises qui emploient 500 000 personnes. Et ici, vous voyez les 2 coprésidents du réseau privé MAN, dont Pascal Filippo, ainsi que le responsable réseau de MAN. Je disais que c'était anecdotique le fait de vous présenter ces communications qui ont été développées, parce que l'ambition, en fait, elle est beaucoup plus large. Hier, Charrier nous disait, et nous avons été très admiratifs de cela, que chez Charrier, il y a eu, on va dire, 1800 ambassadeurs du climat. Ce n'est pas comme ça qu'ils les nomment, mais l'ensemble de l'entreprise est tourné vers
la lutte pour le climat et la préservation de l'environnement. C'est notre objectif aussi. Ça va être long, ou plutôt, ça va prendre du temps. Et je voudrais illustrer la démarche de la façon suivante. On s'adresse à des gens, des commerciaux qui travaillent pour vendre des camions, des mécaniciens qui réparent des véhicules, des gens qui, au départ, ne savent même pas qu'il y a un problème environnemental. Ils ne savent même pas qu'il y a une problématique d'augmentation de la température terrestre qui est néfaste sur de multiples points. Et la première étape, donc, ils ne savent pas. Bien. Deuxième étape, on leur en parle. Mais ils ne sont pas compétents, toujours pas compétents, mais on leur en parle, au moins ils savent qu'il y a le problème. C'est un petit peu comme moi, lorsque j'ai débuté avec Son Leader pour la planète. Et puis, ils acquièrent une compétence consciente. Ils ont fait des formations, ils savent les problématiques, ils savent quel est l'enjeu et quel est leur rôle dans ce domaine, mais tout ça reste un petit peu théorique. Et le but ultime, c'est qu'ils aient une compétence inconsciente. Autrement dit, que tout ce qu'ils font dans leur vie quotidienne est guidé par l'idée qu'il faut lutter contre le réchauffement climatique, qu'il faut préserver l'environnement. Je vous donne deux exemples un petit peu basiques pour illustrer, mais il faut, par exemple, c'est vraiment très basique, hein, je vous prie de m'excuser, mais il faut, par exemple, que plus aucun papier ne soit mis dans une poubelle qui n'est pas destinée à du recyclage. Il faut, par exemple, que lorsqu'un commercial décide de se rendre à une exposition, par exemple, à un salon professionnel, eh bien, il n'y va plus jamais tout seul dans sa voiture. Il propose systématiquement à ses collègues de le rejoindre pour partir ensemble. Donc c'est ça, il y aura beaucoup d'autres anecdotes à raconter dans ce domaine, mais c'est ça, arriver à une compétence inconsciente dans sa vie quotidienne. Dernier point. Nous avons réalisé, enfin je vous disais, on est en cours de réalisation de 17 bilans carbone concernant 56 garages. Nous avons les premiers résultats pour nos amis Felipeau de La Rochelle. Qu'est-ce qu'on peut en tirer? Premièrement, un déséquilibre énorme lorsqu'on est distributeur de véhicules industriels entre les émissions de CO2 liées à notre activité dans nos garages et les émissions de CO2 liées à l'utilisation des véhicules vendus par les clients. Le rapport, c'est simple, 2400 tonnes pour le garage, 99 000 tonnes pour les clients. Donc, il y a certainement une réflexion à avoir dans ce domaine. Et on va aborder cette réflexion. Deuxième point, sur les garages, il y a premièrement la question de l'énergie. Finalement, autant du point de vue du décret tertiaire, c'est important, mais d'un point de vue des émissions de gaz à effet de serre, c'est très faible. En revanche, les achats marchands, ça c'est très important. Travailler avec des fournisseurs qui peuvent apporter des produits qui ont fait l'objet d'un recyclage ou qui sont fabriqués à partir de matériaux biosourcés, ça peut avoir un impact sur le bilan carbone du garage. Troisièmement, un point très important, c'est les émissions de CO2 des clients qui viennent dans les garages, soit pour acheter des pièces, soit pour faire réparer les véhicules. Et là, c'est là où c'est particulièrement intéressant d'avoir ce genre de données, ça donne envie de reprendre, d'intensifier des bonnes pratiques, soit auxquelles on avait déjà pensé, soit qu'on a commencé à développer de façon embryonnaire. C'est, par exemple, aller livrer chez les clients, de façon préventive, des stocks de pièces détachées avec des véhicules électriques. Deuxième idée, développer même sur une partie des clients, et si ce n'est que 10% de ceci, c'est bien, développer de l'entretien sur site des clients.
Donc il y a beaucoup d'autres choses que nous allons mettre en œuvre. Il faut juste noter donc 2 points. Un, on parle d'une question de bilan carbone et on termine par une question d'organisation d'entreprise, de stratégie d'entreprise, vers plus de rentabilité, vers plus de services clients. Et je pense que c'est extrêmement positif. Je vous remercie. Merci Thomas. Donc Raphaël Doutrebente va prendre la suite, président de l'Alliance 4F pour fret ferroviaire français du futur, mais là plutôt dans le rôle du PDG d'Europort. Et donc il va nous parler de B100, un carburant déjà utilisé aussi dans le transport ferroviaire voyageur. Mais là on va parler fret. Alors, on va repréciser parce que merci pour l'introduction. Donc, j'étais vu l'année dernière, j'avais bien détaillé l'Alliance 4F. Juste rappeler, l'Alliance 4F, c'est l'ensemble des acteurs du fret ferroviaire qui se sont réunis. Les Français aiment bien être parfois divisés. On le voit bien au niveau politique. L'intérêt général n'est pas forcément toujours pris en compte. Et là, avec l'ensemble des acteurs, même publics, la SNCF, on a décidé d'avoir une alliance. Et puis, c'est tombé sur moi parce que représentant une entreprise ferroviaire privée, que j'avais eu la chance de redresser, Europort, il y a 8 ans, filiale du groupe Getlink. Getlink, c'est plutôt connu sous le nom de Eurotunnel, pour l'ensemble des Français. Une entreprise de 900 salariés, 160 millions de chiffre d'affaires, et qui aujourd'hui sort un résultat de 6% des bits. Quand je suis arrivé, c'était moins 6% des bits. Voilà. Donc c'est une belle performance avec 900 salariés. Je vais vous parler en effet du fret ferroviaire. On en parle peu souvent. Souvent, on parle des incidents sur les passages à niveau. Il y en a encore eu un hier en Belgique, d'ailleurs, avec un tracteur qui est resté bloqué et qui a percuté un TGV. Souvent, on parle également du ferroviaire en parlant des grèves. On ne parle pas de la performance du ferroviaire. On voit souvent le sujet de ça ne marche pas. Donc le ferroviaire, c'est quand même 33 milliards de tonnes transportées en France tous les ans. C'est 9% des volumes transportés, c'est peu. Du moins, ce n'est pas suffisant. Et c'est pour ça que l'Alliance 4F a été lancée pour remobiliser à la fois les pouvoirs publics, pour leur rappeler qu'il n'y a pas que le fluvial, il n'y a pas que le camion. Tout à l'heure, notre collègue de Primagas parlait beaucoup du camion parce que c'est eux qui, heureusement, fournissent en GNL ou en GNV. Mais le camion a du sens sur la courte et moyenne distance. Alors peut-être que je vais me mettre à dos certains propriétaires de camions dans la salle. Ça a plus de sens de faire des longues distances avec du ferroviaire parce que c'est cadencé et que ça fonctionne bien. Alors qu'est-ce qu'on fait pour décarboner des transports ferroviaires, notamment chez Europort? Alors c'est des slides, vous les verrez, vous les aurez en détail. On a lancé l'initiative dès 2019. Moi, je suis arrivé en 2015 et on commençait déjà à avoir de la demande, donc bien avant certaines prises de conscience dues notamment à la crise qu'il y a eu avec le Covid et puis avec la guerre en Ukraine. Pendant le Covid, je l'avais déjà dit l'année dernière, je crois, je vais le redire, s'il n'y avait pas eu le ferroviaire, personne ne se retrouvait avec de quoi s'alimenter, voire même pour ceux qui devaient se déplacer, de pouvoir avoir du carburant pour se déplacer. Voilà. Donc il faut l'avoir à l'esprit, ça a été peu communiqué, peu dit, mais on en est fiers parce que l'ensemble des acteurs du ferroviaire, les cheminots des différentes entreprises ferroviaires, ont fait le job. On a chez Europort un parc de locomotives important, on a plus de 80 locomotives, c'est 250 trains sur le réseau français, allemand et belge, toutes les semaines. Donc on alimente avec un certain nombre de tonnes transportées, que ce soit des céréales. Et c'est d'abord les céréaliers qui nous ont demandé d'avoir une logique de décarbonation de leur transport. Au début, il a fallu vraiment leur expliquer que le scope 3 chez eux, il fallait le regarder. Voilà. Et c'est venu. Maintenant, ils veulent tous le faire en même temps, même les cimentiers, qui doivent eux aussi énormément décarboner. On a parlé d'hydrogène avec Charrier, on pourra en parler également. Dans le ferroviaire, l'hydrogène aura du sens, notamment quand on va pouvoir fabriquer de l'hydrogène à partir de cimenteries qui, elles, rejettent beaucoup de CO2 pour pouvoir faire un hydrogène vert. On n'y est pas encore. L'hydrogène a quand même un certain nombre de contraintes, très sensibles au volume.
Ceux qui ont voulu se lancer dans l'avion à l'hydrogène, ça ne marchera pas, ça va être compliqué. Un Airbus à l'hydrogène, ce sera peut-être une dizaine de passagers pour un Airbus rempli d'hydrogène, parce qu'il faudra tenir la distance. C'est plus sensible, évidemment, au poids. On ne le dit pas souvent, mais l'hydrogène, heureusement qu'il y a l'hydrogène pour, évidemment, envoyer des fusées dans l'espace et des satellites. Donc, qu'est-ce qu'on a fait chez Europort? On a pris la décision de travailler avec le groupe Avril, qui est très bien connu dans un certain nombre de milieux agricoles, puisqu'il fabrique de l'oléosan, donc baissant, à partir de colza en France, et on a été les premiers à contracter avec eux. On a eu une opposition un petit peu politique à un moment, plutôt de certains doctrinaires qui disaient que ça prenait des terres arables et que ça ça avait évidemment un impact négatif sur la nourriture, ce qui est totalement faux, puisqu'il faut savoir que quand on fabrique de l'oléosan, la moitié de la fabrication va pour fabriquer de l'alimentation animale. Donc c'est un circuit qui est totalement vertueux. On a réussi heureusement à faire revenir, je dirais, à la raison ceux qui parfois tiennent des propos sur à la fois l'agriculture et surtout sur la fabrication de biocarburants, avec des oppositions qu'on peut entendre. On a parlé notamment tout à l'heure des camions et des bus. Le groupe Avril fournit en France beaucoup d'oléosan. Et moi, j'avais eu des oppositions en disant qu'on allait casser des moteurs. On n'a jamais cassé de moteur. Il marche très bien. Vous le verrez dans le slide, je ne vais pas le détailler, mais on nous a tous dit attention, il va y avoir un problème avec l'oléosan parce que c'est un agent solvant et vous allez récupérer des dépôts et vous allez bloquer l'injection des machines. On prépare une machine, il n'y a pas de problème. On peut même, comme je l'indique, on peut même mélanger à du GNR si on a un petit problème de fueling, parce qu'on a évidemment rencontré beaucoup de freins. J'ai bien aimé une des conclusions de la dernière table ronde qui était de dire qu'il fallait être volontaire. Il n'y a aucun problème pour être volontaire dans mon tempérament. Bien au contraire, il faut y aller, parce que sinon on attend qu'on vous dise « Ah ben non, vous ne pouvez pas fueler vos locomotives avec un camion parce que vous allez mettre un carburant et que le carburant c'est polluant ». On a eu ça dans toutes les DREAL, toutes les régions. Il a fallu expliquer que de l'huile de colza, c'était un carburant, mais qui n'était pas un carburant polluant. Voilà. Et ça prend des jours, des semaines, des mois. Et on s'est battu, on a obtenu de pouvoir faire du bord à bord, et maintenant, on a tout un réseau qu'on a créé nous-mêmes, qu'on a financé. Ce n'est pas des gros investissements, mais on a fait cet investissement d'avoir des cuves un petit peu partout en France sur nos trafics, qu'on ne pouvait pas jusqu'à maintenant partager avec d'autres acteurs. Donc on va pouvoir le partager avec d'autres acteurs, puisque la notion de consortium a été reconnue dans un décret qui est sorti au mois de juillet. Donc c'est bien là. Voilà. Mais il faut se battre, il faut y aller, il ne faut pas se dire que ça va coûter cher, que ça ne va pas marcher. Ça fait partie des choses dans lesquelles il faut qu'on innove. Et innover aussi, c'est parfois utiliser évidemment des produits qu'on a à portée de main. Et l'oléosan, ça fonctionne très bien, le baissant, ça fonctionne très bien. Voilà, plusieurs arguments évidemment qui étaient là pour nous freiner, qu'on a évidemment étudiés. Et en général, quand on essaye de nous freiner, on veut aller plus vite. Enfin, c'est notre tempérament chez Europort et dans la filière du fret ferroviaire. Il y a aussi le HVO, on en parle. Le HVO, le souci du HVO aujourd'hui, c'est marqué sur la slide précédente. Bon, c'est un peu des huiles de récupération qui viennent du monde entier. Est-ce que c'est bien? C'est pas si mal que ça, puisque si on fait venir de toute façon un pétrolier d'assez loin, de toute façon, il va rejeter aussi du CO2. Donc si on transporte des huiles de récupération, le groupe Total développe beaucoup le HVO. Aujourd'hui, le souci, il est fiscal, et le HVO n'est pas suffisamment attractif. Le baissant est attractif. Voilà. Pourquoi? Écoutez, je passe du temps souvent avec les douanes et les ministères pour essayer de faire comprendre que ça ne peut qu'aider en utilisant du HVO. Donc nous, on va l'utiliser bientôt, puisqu'on est très présent dans les raffineries du groupe Total, et le groupe Total nous demande d'utiliser sur nos locomotives du HVO. Donc ce sera fait bientôt. Voilà ce que je peux dire. Après, vous le verrez dans les slides, tout ce qu'on a créé, tout ce qu'on a mis en place. Ce qui est très intéressant aussi, c'est aujourd'hui les objectifs qu'on a décidés dans le groupe
et qu'on va tenir et qu'on va même tenir avant 2030, puisque notre objectif de décarbonation sera atteint dès 2025. Donc c'est quand même l'année prochaine. On a déclenché l'initiative en 2019. On a mis en place les premiers trafics fin 2020, début 2021. Et aujourd'hui, on étend l'Oléo100 à l'ensemble des trafics diesel, puisqu'il y a de l'électrique, hein, il y a de la caténaire, mais il n'y a pas de la caténaire partout en France. Un tiers du réseau n'a pas de caténaire. Alors on pourrait dire il faut qu'on investisse dans de la caténaire, mais la caténaire, ça va représenter plus de 6,5 milliards d'euros et ça ne se justifie pas sur des lignes secondaires. Voilà. La petite musique, je crois, qui est à l'origine de Fantomas. Je ne sais pas si vous vous souvenez, là, mais pour moi, c'est la musique de Fantomas. Merci. Merci Raphaël. Et pour finir ce stand-up, donc Julien Starnian d'Équateur, donc acteur d'une énergie décentralisée durable à partir d'énergies renouvelables et biogaz, je ne me trompe pas? Biométhane, oui. Tout à fait. Merci beaucoup. Bonjour. Je suis ravi d'être là. Merci à E5T de m'avoir invité. Merci à Myriam de faire tout ça. Je trouve ça formidable. Et donc, je suis le cofondateur et le PDG d'Équateur. Équateur, qu'est-ce que c'est? Équateur, on est un fournisseur d'énergie 100% renouvelable en France, donc électricité et biométhane. J'ai eu le plaisir de rencontrer certains et certaines de mes clients hier à la soirée, et donc je les remercie à nouveau de nous faire confiance. On est une société à mission, on est labellisé B Corp, on est Next 40, on est Impact 40. Aujourd'hui, on alimente en France 250 000 compteurs et on a distribué plus de 6 TWh d'énergie verte. Et donc fait économiser plus de 360 000 tonnes de CO2 par rapport aux énergies fossiles. Ça, c'est très bien, c'est notre métier. Qu'est-ce que ça a à voir avec la mobilité? Qu'est-ce que vient faire la voiture électrique dans tout ça? Eh bien, c'est important parce qu'il y a 3 questions derrière la mobilité. Il y a la place des énergies renouvelables dans le secteur des voitures électriques. On en parle assez peu. Il y a qu'est-ce qui manque pour convaincre les 97% de Français qui ont encore des voitures thermiques. Alors là, Tesla bosse beaucoup là-dessus. Et je pense que nous, on peut participer aussi. Et on y a un intérêt. Et comment anticiper le tout électrique. Donc, la première chose sur l'énergie, on dit classiquement qu'une voiture électrique émet 3 à 4 fois moins de CO2 qu'une voiture thermique en analyse de cycle de vie. Ça dépend quand même beaucoup de comment on a produit l'électricité. C'est quelque chose qu'on entend assez peu. Alors, l'impact de la source d'énergie primaire. Parce que quand vous prenez une voiture thermique, alors j'ai pris une voiture 6 litres au 100, j'ai fait mes calculs, si elle fait 100 km, elle va émettre en gros 28 kg de CO2 sur 100 km. Si vous prenez une voiture électrique, mais dont l'électricité a été produite par une centrale charbon, c'est mieux, mais c'est quand même pas exceptionnellement mieux. On n'est pas sur les 3-4 là, sur l'opérationnel. Puisqu'avec une centrale charbon, pour produire l'énergie nécessaire pour faire avancer une voiture électrique de 100 km, on va avoir besoin de 16 kg de CO2. Par contre, si cette énergie elle vient de panneaux solaires, on passe à 0,66. Et donc là, le vrai gain, il y est. Là, on augmente encore plus l'impact CO2 entre la voiture électrique et la voiture thermique. Et donc, c'est notre rôle en tant que société à mission de pousser à développer le renouvelable pour alimenter une voiture électrique. Sinon, finalement, vous vous retrouvez avec des trains à vapeur comme au 19e siècle, sauf que ça ne se voit pas. C'est à partir de là aussi notre intérêt business, en plus de notre mission, puisque ça va nous permettre de vendre plus d'électricité renouvelable. Et je suis ravi quand je vends plus d'électricité renouvelable. Et donc, maintenant, on a décidé ça il y a 1 an, que dans notre mission, il fallait accompagner aussi vers la mobilité décarbonée. Et pour ça, il faut faciliter l'usage des utilisateurs et utilisatrices au quotidien. Ça, c'est quelque chose d'assez nouveau chez Équateur, et je vais en parler. Donc, la première chose qu'on s'est dit, c'est comment convaincre. Alors, le prix du véhicule, ce n'est pas nous qui gérons ça. Par contre, le prix de l'énergie, c'est quelque chose qu'il faut évidemment étudier. Un meilleur temps de charge, puisqu'au quotidien, c'est un frein, et des conseils indépendants, puisqu'encore beaucoup de gens se posent la question. Le temps de recharge. Donc, nous, on s'est mis à vendre des bornes électriques. Donc, on fait des analyses et des benchmarks et on a choisi quelques types de bornes électriques. Aujourd'hui, il y a des bornes que vous pouvez installer chez vous
qui permettent de recharger 10 fois plus rapidement que si vous étiez branché sur une prise électrique. Donc à partir de là, on commence à apporter de l'assurance à nos clients que ce qu'ils voient aujourd'hui comme une contrainte, le temps de recharge par rapport à l'habitude qu'ils ont d'aller faire le plein dans une station-service, finalement va être beaucoup moins impactant et ils vont pouvoir passer à l'électrique. Là, vous avez quelques exemples de clients qui sont très très contents des jolies bornes qu'on leur a installées. L'argument prix. À l'usage, la voiture électrique, c'est 5 fois moins cher que la thermique. J'en reparle un peu après. Mais dans le contexte de la crise de l'énergie, c'est une question que les gens se posent. Tout simplement parce que le prix de l'essence, tout le monde le connaît. On le voit affiché sur toutes les stations-service, sur toutes les routes de France et de Navarre, alors que vous savez probablement même pas combien vous payez votre kilowattheure d'électricité chez vous. Vous savez que, bon, il y a un tarif réglementé, puis vous êtes un petit peu plus cher, un petit peu moins cher. Et donc, ça crée une angoisse quand il s'agit de « mais combien ça va me coûter pour ma voiture ?» Et donc, il faut rassurer en expliquant et en explicitant clairement ces prix, et en plus en faisant des offres qui vont permettre de faire profiter le client de prix de marché moins chers, puisque souvent la nuit, ce n'est pas toujours le cas maintenant, on va le voir, mais en tous les cas, il y a plusieurs moments dans la journée où l'électricité est vraiment pas chère, et donc en faire profiter les clients. Et puis, donc nous, c'est ce qu'on a fait. On a fait un principe heure pleine, heure creuse pour les voitures électriques, ce qui permet à nos clients d'économiser par rapport à une offre à électricité classique environ 150 € et derrière 400 kg de CO2, parce que quand vous décalez la recharge de la voiture au moment où le réseau a le moins besoin de produire, eh bien, vous évitez in fine que quelque part une centrale gaz ou une centrale charbon s'allume. Et donc ça aussi, c'est positif. Alors ça marche pas mal. En fait, on a recruté une personne qui était à Bordeaux, qui vendait des voitures électriques à Bordeaux. On l'a fait venir à Paris et on lui a dit « vas-y, fais le truc ». Et il a déjà installé 430 bornes chez nos clients, à lui tout seul, avec évidemment des réseaux de sous-traitants. Et donc, on est très, très volontaire et donc on va accélérer là-dessus. Et surtout, ça nous permet de dire les fournisseurs d'énergie sont un canal efficace de vente et de développement de la voiture électrique. Les gens nous écoutent pour ça et nous trouvent une légitimité de marque pour ça. Mais comment anticiper le tout électrique ? Il y a quand même une question derrière, c'est que ça va faire beaucoup de consommation en plus et que donc il faut augmenter le volume de production renouvelable, mais que ça ne se fait pas sans conséquences. Là, je vous montre un exemple. C'était ce samedi, les prix à 14 h dans toute l'Europe. Vous voyez qu'à part l'Italie et l'Angleterre, le prix le plus cher, c'était 0 € et c'était moins 40 € l'électricité en France. Si vous prenez la courbe de gauche là, que je vous ai mis, de 10 h à 17 h, sur tous les pays continentaux européens hors Italie, le prix de l'électricité était négatif. C'est une catastrophe pour les producteurs et ce n'est pas du tout un signal positif pour ceux qui veulent déployer des nouveaux moyens de production. Et à droite, vous voyez la courbe avec le trou, là, avec beaucoup de jaune et d'orange. C'est la baisse de la production. C'est-à-dire qu'il y a eu des prix négatifs. Donc, évidemment, les producteurs se sont arrêtés de produire. Mais ça n'a pas suffi, parce qu'on ne peut pas éteindre aussi simplement que ça une centrale nucléaire. Et donc, on se retrouve sur un système électrique où on se dit on va consommer plus et il faut du renouvelable. Mais ça crée des grosses difficultés par rapport au marché de l'énergie, avec des signaux prix qui sont quand même très, très, très inquiétants. Heureusement, le problème a une solution. Il ne faut pas oublier que dans les années 90, on produisait trop d'électricité en France. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a mis des chauffe-eau et du chauffage électrique dans toutes les maisons françaises. Qu'est-ce que c'est qu'un chauffe-eau ? C'est du stockage d'énergie nucléaire la nuit. Et un chauffe-eau, ça représente une capacité de stockage d'environ 10 kWh. Et donc, avec ça, on s'est mis finalement à continuer à produire et à chauffer de l'eau avec de l'uranium. C'est un choix. Et aujourd'hui, on a des systèmes d'effacement diffus qui permettent aussi de choisir à quel moment on va allumer son chauffe-eau, à quel moment on va allumer son radiateur de manière automatique. Nos clients peuvent profiter de cette offre-là. Donc, quand c'est un moment où le réseau consomme beaucoup, on va éteindre vos radiateurs pendant 10 minutes, vous n'allez pas vous en rendre compte. Et ça permet une capacité d'effacement en puissance de 3 à 5 kW, suivant combien vous avez de radiateurs chez vous. Avec la voiture électrique, vous avez 60 kWh de capacité de stockage de plus, et vous avez une capacité d'effacement qui est en moyenne de 7 kW. Donc, le besoin d'énergie renouvelable créé par les voitures électriques porte en soi une solution de gestion des problématiques réseau que j'ai écrit avant. Et donc, pour ça, c'est finalement, on retrouve un cercle vertueux.
et on va, on l'espère, permettre en plus aux clients qui ont des voitures électriques d'avoir des revenus supplémentaires grâce à ça. Parce qu'évidemment, quand vous rendez service au réseau, RTE en France vous rémunère. Hein, si vous êtes capable de vous effacer, c'est-à-dire de ne pas consommer quand vous aviez prévu de consommer alors qu'il n'y a plus assez d'énergie, eh ben, ils sont contents. Et puis imaginez là la personne qui a stocké 60 kWh et qui donc a été payé 40 € pour ça et qui les revend quand il va le 100, ben, il a fait 140 € de bénéfices. Et donc, pour nous, c'est une solution pour l'accélération du déploiement renouvelable à l'échelle nationale. C'est une opportunité de revenus complémentaires, comme je viens de le dire, et une maximisation de retour sur investissement pour l'autoconsommation. Et donc, je vous souhaite à tous et toutes une bonne route. Merci, voilà, Julien. merci beaucoup. Merci, Julien. Donc, à travers ces 6 présentations, mais je crois que vous avez pu voir des actions concrètes engagées par des entreprises. Et je crois qu'on peut remercier les 6 intervenants. Merci.